Personnellement, la maternité m'a fait basculer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Je suis passée de CDI dans de grandes agences de communication à créatrice de ma propre entreprise porteuse de sens. Et peut-être que comme je l'ai fait, vous souhaitez vous aussi changer de voie professionnelle. C'est pour cette raison que je suis ravie de vous présenter Chance, qui sponsorise le podcast ce mois-ci. Chance, c'est un parcours de coaching 100% digital en 3 mois pour choisir la voie professionnelle qui vous ressemble. Vous alternez entre des modules d'auto-coaching et des sessions de vidéo-coaching avec un coach professionnel certifié, choisi sur mesure, rien que pour vous. L'énorme avantage est que la plateforme s'attache à respecter votre équilibre vie pro-vie perso en s'adaptant à votre rythme et en vous aidant à faire les meilleurs choix selon vos compétences. Que vous soyez diplômé ou non, dans des postes à responsabilité ou non, Chance s'adresse à tout le monde et est 100% finançable avec votre compte personnel de formation, le CPF. Plus d'excuses, toutes les conditions sont réunies pour passer à l'action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller sur votre situation et avoir enfin une vie pro plus alignée avec vos aspirations profondes. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel échange avec Kenza Sadoun Eglaoui, la fondatrice du blog La Revue de Kenza. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est l'une des premières influenceuses en France et partage avec sa communauté depuis plus de 10 ans. Récemment, elle s'est installée à Dubaï avec sa petite famille, Mathieu, son amoureux, et Hazel, sa fille. Ensemble, nous revenons sur cette expatriation, mais également sur sa vie de femme, sa vie d'entrepreneuse, sa vie de compagne et sa vie de maman. C'est une conversation légère, honnête, sans prise de tête, chez moi dans mon appartement à Dubaï. Si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à me le signaler en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts, iTunes ou Spotify ou en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Belle écoute! Hello Kenza! Hello Laura! Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, chez moi à Dubaï. Je ne pensais pas en m'expatriant il y a 2 ans que j'allais te retrouver ici. Enfin, je te suis dans ta vie à Paris. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup dernièrement de gens qui sont venus à Dubaï. J'ai l'impression que c'est un peu l'explosion. Enfin, ouais, non, mais je te le confirme. Ouais. C'est-à-dire que nous, depuis qu'on s'est installés, ça fait 6 mois, toutes les semaines, on a un ami ou un couple d'amis ou une bande d'amis de Paris ou de France à la maison. Parce que les gens passent sans cesse, alors soit en repérage, soit en vacances, soit dans le but de s'installer. Non, mais c'est clair, c'est vrai. Et c'est assez original. Enfin, de toute façon, on va en parler de tout ça, de tout cet engouement autour de Dubaï. Moi, je t'avais posé quelques questions il y a 2 ans. Oui, donc, pendant le confinement, on ne s'était pas rencontrés, mais c'était pendant le confinement, je t'avais demandé comment tu gérais un petit peu. Et tu avais un grand secret qui était, t'étais enceinte de ta fille, mais tu ne l'avais pas encore dévoilé. Mm-hmm. Si tu peux faire en 2 secondes, voilà, un petit bilan de ces 2 dernières années. Enfin, comment tu vas depuis? Je rigole parce que c'est tellement chaotique. Comment tu vas depuis ces 2 ans? Écoute, depuis ces 2 ans, donc depuis le dernier confinement, enfin le premier confinement en réalité, ça va bien. J'ai eu un bébé du coup. Ouais. À l'époque du confinement, j'étais enceinte de 4 et 5 mois ou 5-6 mois, je sais plus. Donc j'avais Hazel dans le ventre, j'ai passé un confinement très chill, pas forcément cool parce que j'étais en appart avec mon mec et que mon mec pétait un câble et que moi je sais pas alors si on le ressent toutes comme ça, mais moi enceinte je me suis sentie hyper patiente, hyper zen, etc. Donc ça m'a permis de rester très calme pendant ce confinement et de pas avoir envie de casser tous les murs de chez moi. Ouais. Voilà, on sort du confinement et je dis à Mathieu, donc mon chéri, Mathieu, il faut absolument qu'on déménage. Tu sais, t'as envie de nouvelles vibes, tu vois, je viens de te taper 2 mois dans l'appart.
appart. Ma proprio m'avait saoulée parce qu'elle avait augmenté le loyer en plein confinement, ce qui m'avait complètement dégoûtée. Tu vois, donc bref, on s'expatrie, entre guillemets s'expatrie, parce que nous partons en banlieue. Alors, je n'ai rien contre la banlieue, mais je n'ai jamais vécu en banlieue. Donc, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Et donc, pour moi, c'est un gros cap, c'est-à-dire de quitter mon petit marais à Paris, mes amis et les commerces proches, etc. Je me retrouve du coup en banlieue, dans le 92. Hyper joli appartement, vraiment, un espèce de studio de dingue. Donc la petite vient naître, nous on a emménagé 1 mois avant, elle naît, on la ramène dans l'appartement et en fin de compte, 3 mois après sa naissance, je me rends compte que mon quartier et ma petite vie parisienne, qui ne nécessite pas de prendre les transports, mais mon vélo, etc., me manquent à fond. Donc gentiment, Mathieu accepte qu'on retourne 3 mois après dans un nouvel appartement dans le Marais. Donc nous déménageons pour la 2e fois en l'espace de 4 mois. Le mec est solide quand même. C'est sport. Ouais, c'est très sport. Mais honnêtement, tu sais, je savais pas si c'était lié, genre... En fait, je me sentais pas très bien et je savais pas si c'était lié à ma nouvelle vie de maman. Est-ce que je faisais une petite dépression par rapport à la petite ? Et en fait, non, la réalité, c'est que je me sentais surtout mal parce que j'étais loin de mes repères. Et... Bref, donc du coup, pour moi, c'était une évidence. On est retourné là-bas, on s'installe, ça se passe très très bien, sauf que là, 2e confinement. Lourd, très lourd. Pétage de câble. On n'a pas vécu ici, nous, à Dubaï. Mais alors après, il était plus chill, le 2e confinement. Mais quand même, tu vois, psychologiquement, genre... Bon, c'est lourd, quoi. Non, c'est chiant. T'as un bébé qui a 3 mois, machin, enfin, t'as pas envie. Tu l'as vécu, le confinement avec un enfant. Donc, bon, c'est pas... Voilà. Et en fin de compte, je sais pas ce qui se passe dans ma tête et je me dis, en fait... j'en ai marre, j'ai envie de bouger, quoi. Et par la force des choses, je me retrouve au Maroc 2 mois après parce que je devais régler une situation familiale là-bas. J'emmène la petite et avec cette histoire de Covid, je me retrouve au bout de 2 jours au Maroc et on nous annonce qu'on ferme les frontières, qu'on a 24 heures pour partir du Maroc ou qu'on reste coincé au Maroc. Et j'avais vraiment des trucs urgents à régler en famille et qui nécessitaient ma présence. Donc je dis ok, c'est pas grave, on reste, et si on est coincé, et si on prend un avion pour passer par une autre destination pour rentrer à Paris, on rentre. Bref, je fais ce que j'ai à faire au Maroc, je trouve un vol finalement 10 jours plus tard qui fait Casablanca-Dubaï. Je dis à Mathieu, tu sais quoi, pour repartir en France, passons par Dubaï, sachant qu'on avait la petite, tu vois, c'était genre un peu sport dans le sens où on avait prévu de faire juste un aller-retour au Maroc, que je règle mes trucs, et là on se retrouve en mission à faire Marrakech, Casablanca à prendre l'avion, aller à Dubaï. Mais mon frère et sa chérie étaient à ce moment-là à Dubaï pour du travail, notamment parce que mon frère développe la filiale de son agence ici, donc parfait, Dubaï, on se prend quelques jours en plus, ça rallonge les vacances, c'est très bien. On en profite. C'était ta première fois à Dubaï à ce moment-là ? Pas du tout. Non, tu connaissais. J'avais déjà fait Dubaï plusieurs fois. La première fois en 2009. Bon, c'était pas le même Dubaï qu'aujourd'hui, clairement. Il y avait rien. Tout change tout le temps. Il y avait une route. Ici, hein. C'est ça. Et j'avais refait, j'ai refait Dubaï 2 fois ensuite pour le travail et j'aimais pas du tout la ville. Oui, forcément. En toute honnêteté. Mais on pourra en reparler. Mais juste parce que tu m'as lancé sur les 2 ans, donc je te clôture l'histoire de pourquoi, du comment et qu'est-ce qui s'est passé, parce que l'histoire, elle est dingue. Et en fait, quand j'y repense, je me dis mais qu'est-ce que tu t'es fatiguée, ma grande. Oh là là. Mais je suis contente parce que en fait, il m'aura fallu toutes ces étapes pour finalement aujourd'hui, tu vois, en février 2022, me rendre compte que c'est ce qu'il me fallait. Oui, tu vois. Donc bref, on se retrouve à Dubaï par la force des choses. Du coup, on n'était pas du tout censé aller à Dubaï. Et je me dis mais c'est sympa la vie à Dubaï en fin de compte. Qu'est-ce que j'ai moi avec cette ville que je détestais tant ? Et en fait, on se retrouve à faire des trucs avec la petite. Hyper cool, et je me rends compte qu'il y a un sens dans le service qu'on n'a pas forcément en France. Je me rends compte que la vie est facile, que la vie est douce, que je sais pas, peut-être le fait d'être au soleil, etc. Les gens, le fait d'être dans une ville d'expat avec, je sais pas, et tu sais, ce sentiment de genre waouh, j'ai les ailes qui poussent, tu vois. Genre, et ça m'avait fait ça il y a très longtemps quand j'étais allée aux États-Unis, tu vois. Je me dis pas waouh, la ville est charmante ou la ville est belle et j'ai envie de la photographier. Je me dis vraiment genre, je me sens bien, tu vois. Je me sens bien dans ma nouvelle vie de maman avec mon mec et avec ma fille. Mais c'est le temps de quelques jours. Et je dis à Mathieu, tiens, toi qui m'en avais parlé il y a des années maintenant, est-ce que potentiellement tu pourrais te pencher sur le fait d'habiter à Dubaï ? Sachant qu'il y a quelques années, quand on s'est mis ensemble, il m'a dit, moi, j'aimerais bien pouvoir aller à Dubaï. Je sais que dans l'image, ça se développe énormément. Mathieu est franco-jordanien, donc il parle très bien arabe. D'accord, c'est un plus. Donc, et moi, quand il me disait ça, je le regardais genre, mais t'es sérieux, moi, tu me payes que je n'habite pas à Dubaï, tu vois. Je te parle même avant qu'il y ait cette vague de gens de télé-réalité. Il y a longtemps. Pour moi, c'était lunaire, tu vois. C'était un autre monde, c'était Dubaï, fake, tu vois. c'était la ville qui était sortie de toute pièce. D'ailleurs, on avait...
Enfin ouais, Dubaï, ça a été démocratisé quand ils ont créé le palmier là. C'est là où on a commencé un peu à en parler, mais c'était. Non, mais c'est vrai que, ils me proposent ça en 2015. Moi, j'étais là, genre, non, vraiment pas. Bah, bref, en plus, entre temps, on s'était penché sur le fait de s'installer à Los Angeles. Oui, mais justement, on avait nos visas, tout était payé. Mais bon, confinement, grossesse. Mon avocate me dit bon bah là clairement tu passeras pas parce que là on refuse toutes les demandes de visa. Donc trouver une destination nouvelle. Ah ok. Donc franchement genre un peu tout qui s'écroule, c'est-à-dire que tu enchaînes 2 déménagements, ton avocat avec qui tu bosses main dans la main genre pendant 1 an parce que pour avoir un visa aux États-Unis c'est pas comme à Dubaï. Moi ça m'a pris 3 mois. Bref donc c'est de là que je dis à Mathieu bah écoute on est à Dubaï en fin de compte je me rends compte que c'est sympa. Viens on se la tente. On n'a rien à perdre. On a des métiers qui font qu'on peut voyager. Viens on le tente avant que la petite soit scolarisée genre véritablement etc. Et nous voici en train de faire tout le process pour une demande de visa sans vraiment savoir si ça allait nous plaire ou pas. Et je te parle de ça. Donc, nous sommes revenus à Paris en mars et en mai. Les visas étaient là. Et en juillet, bye bye Paris. C'est fou que sur quelques jours, tu aies fait le pari comme ça de te dire ok, je quitte tout et je m'installe à Dubaï, quoi. En quelques jours, t'as senti un peu la vibes de la ville, ouais. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est que Dubaï, quoi, tu vois. Enfin, alors, je suis pas en train de cracher sur Dubaï, mais moi, Dubaï, ça me va pas ensemble. Ouais, mais c'est pas du tout mon mode de vie. Mais franchement, tu vois, et en fait, j'ai fait de cette situation, et après, je crois vachement au destin, vachement à l'univers, et vachement aux signes qu'on peut nous envoyer. Je me dis, attends, si tu t'es retrouvé bloqué au Maroc à ce moment-là de ta vie, finalement, pour passer par Dubaï, alors qu'en temps normal, je serais jamais passée par Dubaï. Moi, je prends pas de plaisir à venir à Dubaï passer quelques jours. Donc là, je me dis, bon, c'est l'occasion. J'ai mon frère qui est là, donc on va faire de ce moment un peu pénible, avec des avions, des petits décalages horaires, avec la petite, etc. Puis en plus, il faisait chaud, tu vois, enfin, genre vraiment. Ouais. Bref, et en fait, on a fait de ce moment-là un moment qui était cool. On s'est retrouvés à la plage, à faire des trucs avec la petite, à aller dîner dehors et tout. Et en fait, même voir des potes, parce que j'ai des potes qui habitaient là, et qui habitent toujours là, à voir 2-3 personnes comme ça, et me rendre compte qu'en fait, leur vie était trop cool. Ouais. Et je me suis dit, ok, Los Angeles, c'est pas maintenant. Je vais pas attendre encore que cette épidémie se termine, parce qu'en fait, c'est sans fin. Go. Et puis c'est un peu le même way of life que Los Angeles finalement ici. J'ai l'impression, mais carrément. Les grosses bagnoles. Mais ça, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que comme à Los Angeles, et c'est comme à Paris, c'est comme partout en fait, t'as ta façon de vivre les choses. Ouais. Effectivement, si tu vas à Beverly Hills, à Los Angeles, oui, t'auras les grosses bagnoles, t'auras les nanas refaites, comme ici, tu vois, avec des caniches dans la main. Enfin, je te dis n'importe quoi, tu vois. Mais en fait, moi, ce que j'aime beaucoup à Dubaï, ce que je retrouve à Dubaï que je trouve à Los Angeles, c'est effectivement le lifestyle. C'est-à-dire que je trouve... Alors, est-ce que c'est parce que je fréquente des gens de cette enfin qui fonctionnent un peu comme ça? Les gens vivent vachement avec le soleil, dans le sens où les gens se lèvent tôt, vont faire leur petit sport. Voilà. Et je crois qu'en fait, vivre au soleil, c'est un vrai mood, quoi, que ce soit à Dubaï ou à LA. Et moi, j'aime parce que finalement, ici, tu retrouves tellement de choses que tu pourrais retrouver dans des pays auxquels tu n'aurais pas forcément accès. En fait, c'est comme si tu prenais genre une ville, tu vois, et tu mettais... en fait, c'est ça, littéralement. Tu mets toutes les nationalités et tout ce qu'il y a de plus pointu dans chacune de ces villes, que ce soit, je sais pas, dans le sport, pour moi qui fais des pratiques de pilates un peu particulières, il n'y a pas une tonne de clubs en France qui proposent ces pratiques-là. Là, je les ai retrouvés direct. Mais en fait, ils ont fait en sorte, j'ai interviewé je sais pas si tu as fait Dubai Flying Dress, c'est des robes volantes dans le désert. Ah non, c'est pas mon des truc. jolies jeunes filles, enfin bref. Ouais. Et il disait, lui, il a créé son business ici de robes volantes, et il disait, et c'est assez vrai en fait, tout ce que la planète recherche, ils l'ont mis à Dubaï. Tu vois ce que je peux dire? Les derniers... Enfin, tu vois, les derniers cours de sport, tu les retrouves. C'est ça. La nourriture, tu peux trouver, mais vraiment. Et tu manges bien. Tu manges super bien. Et nous, on aime sortir, donc. Et c'est ça. Enfin, t'as une offre de restauration, mais incroyable. Et c'est exactement ça. Après, c'est fait exprès. Hein. C'est une ville qui a été un peu imaginée aussi pour attirer autant d'expats. Ouais. Bon, t'as répondu en 3 questions en une, hein. On peut discuter. Je parle beaucoup en fait, donc n'hésite pas à m'arrêter. Voilà, pourquoi je te demandais, voilà, t'étais aussi sur Los Angeles au départ. Comment le choix s'était imposé à Dubaï, donc tu m'as répondu. Est-ce que tu as des petits conseils? Comment tu as procédé une fois que vous avez eu l'idée avec Mathieu de vous installer ici avec ta petite fille? Est-ce que tu as eu quelles sont les grandes étapes en fait que tu as mises en place? Ça a été tellement facile en réalité. Enfin, facile oui et non, parce qu'un déménagement, d'autant plus une expatriation, c'est pas simple. Mais là, je venais de me faire 2 déménagements en très peu de temps. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave, hein, au point où j'en étais. Non, ça a été simple. En fait, moi, j'ai fait appel à un cabinet de conseil qui m'a accompagnée surtout. J'ai préféré payer un peu plus, mais être accompagnée pour créer ma société. Parce qu'en fait, je connais rien ici, moi, aux lois. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à savoir.
Il y avait par exemple, moi je pensais qu'il fallait obligatoirement s'associer à un Émirati pour créer sa société. Bon, c'est plus le cas, tu vois. Non. Et voilà, donc le cabinet de conseil a pu me dire, voilà, non, tu peux complètement... Il y a beaucoup de choses qui ont sauté pendant le confinement et le Covid. Et en fait, tu vois, j'avais des idées un petit peu arrêtées. En fin de compte, je suis passée par un cabinet de conseil, donc littéralement en 3 mois, tout s'est fait. On est arrivé au mois de juillet, on a loué un appartement à City Walk. En fait, j'avais pris contact avec un agent immobilier qui est devenu une super copine d'ailleurs ici, qui nous a mis dans cet appartement à City Walk. L'été, il n'y avait rien, c'est-à-dire que c'était très calme, il faisait très très chaud, mais on s'en foutait, on savait qu'on était là pour chercher une maison, parce qu'on voulait absolument vivre dans une maison, trouver une crèche pour la petite, enfin tu vois, et commencer à faire toutes les démarches d'expat, tu vois, genre apply pour gaz, électricité, eau, enfin tu vois. Voilà, basique. C'est ce qu'on a fait. En 30 jours, tout était réglé. On a trouvé la maison, etc. On a reçu notre conteneur qui est arrivé en 1 mois. On a tout installé et on est parti tout le mois d'août en Grèce, en vacances. Et puis, on est revenu ici en septembre. Ouais, voilà. Ok. Et surtout, il y a cette image, justement. Parce que là, on a parlé de tous les aspects que tu trouves positifs à Dubaï. Alors, moi, je te dis, je suis arrivée il y a 2 ans, donc si tu veux, on parlait pas trop de Dubaï en France. Enfin, on en parlait, mais si tu veux, il n'y avait pas eu toute la vague de télé-réalité, donc les gens ne pointaient pas un peu les côtés négatifs, tu vois, de Dubaï. Maintenant, ils sont pas mal pointés. Il y a eu Marie Saint-Filtre qui est passée depuis, qui a fait sa petite sauce. On a vu ses vidéos. Donc voilà, l'image. Moi personnellement, alors j'ai pas énormément, j'ai des petits followers sur Instagram, mais si tu veux, j'ai pas 150 000, j'ai 10K, mais j'arrive j'en prends mon grade aussi, pas mal. Écoute, moi pas du tout. Je me suis pas fait embêter. Genre vraiment, oui, j'ai eu quelques réflexions, mais Kenza, Dubaï, pourquoi je suis déçue? Alors les choix de ma vie déçoivent les gens. Bon, écoute, ça me flatte, j'ai envie de te dire, d'avoir autant d'importance aux yeux des gens. Mais non, vraiment pas, parce que après, je joue pas un rôle ou quoi, mais je mène ma vie telle que je la mène dans n'importe quel pays, que ce soit en vacances, en déplacement, etc. Et puis, je crois que j'ai fait une prise de parole une fois, c'était sur une vidéo YouTube que j'ai faite il y a quelques mois, en expliquant les raisons qui m'ont amenée ici, donc celles que je viens de te raconter. Et j'ai expliqué qu'évidemment tout n'était pas blanc, tout n'était pas bleu, qu'en fait il y avait tu vois, faut pas être radical comme ça, tu vois. Alors Dubaï, oui, on n'est pas là pour parler de géopolitique et de ce qui est bien et ce qui est mal, etc. Moi je dis juste à chaque fois, balayer devant les portes, genre vraiment, parce qu'en France il y a beaucoup de points sur lesquels on n'est pas mieux. Il suffit d'aller à certaines portes de Paris pour se rendre compte que pareil, t'as des immigrés qui sont entassés les uns sur les autres, qu'on va faire bosser au black, machin, etc. Enfin bref, il y a des trucs qui sont pas clairs non plus. Je suis pas là pour faire une compète entre Dubaï et la France. Hein. Je te dis juste que oui, effectivement, tout n'est pas parfait à Dubaï, ça c'est sûr, mais je mets au défi de trouver un endroit où tout est parfait, que ce soit politique, géopolitique, que ce soit, je sais pas, enfin dans tout en fait. Et voilà, et en fait, j'ai fait cette vidéo où j'expliquais le pourquoi du comment, et franchement, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Je mène une vie qui est chill ici, tu vois, genre... Je pense que celui qui se fait remarquer, c'est celui qui fait le kéké, tu vois. Bon, après, il y a aussi beaucoup de jalousie sur les réseaux, tu vois. Moi, je prendrai jamais le temps d'aller commenter la story d'un mec qui est en grosse bagnole à Dubaï. Bon, non, j'ai autre chose à faire, tu vois. Mais ouais, enfin, c'est... Je sais même pas où je vais en venir, en fait. Si tu veux, maintenant que je vis là depuis 6 mois, vraiment, pour moi, c'est des sujets, en fait... Qui excite à la limite que les gens qui sont en France parce qu'ils suivent un peu fanatiquement les gens de télé-réalité et qu'ils ont découvert la ville de Dubaï il y a genre 3 ans. Ça existait. Quand j'y allais en 2009, ça embêtait personne, tu vois. En 2012, ça n'embêtait personne. Ce que je dis à chaque fois, je suis franco-marocaine, j'adore le Maroc et je mets le Maroc en avant dès que je peux. Mais le Maroc, tout n'est pas top non plus, hein, pardon, mais soyez homosexuels librement dans les rues au Maroc. Tu vois, enfin, voilà. Et pourtant, tout le monde y va pour les vacances, pour un petit week-end. Quand il y a une promo sympa, je dis tout le monde, j'englobe. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est il faut balayer devant la porte de soi-même, enfin de chacun, avant de balayer tu vois, devant celle des autres. Quoi. Non, mais toi, en plus, dans ton métier, j'imagine que tu as eu des peurs ou même pas. Tu t'es même pas posé la question par rapport à ta communauté qui te suit depuis 12 ans, je crois.
Ça a été un sujet, ça n'a pas été un sujet. Non, pas un sujet. Non, tu t'es dit, ok, ils vont me suivre. Non, mais à un moment, ta santé mentale à toi est plus importante que la vie de tes followers. Et moi, je sentais que ça allait pas, quoi. Je sentais que je perdais mes repères. Enfin, moi, avant d'avoir la petite, j'ai perdu ma mère, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de changements trop vite. Ouais. Je perds ma mère 6 mois après, je tombe enceinte. On se retrouve 4 mois après en confinement. J'accouche, je me retrouve en fin de compte à devoir bouger dans un nouvel appartement. Je me rends compte que c'est pas le bon. Je retourne finalement dans le Marais. J'ai toujours pas mes repères parce qu'en réalité, mes repères, c'est ma mère. Hein. Je pense que si on décrypte un petit peu tout ça, c'est juste... Enfin, je suis devenue pas folle, mais tu vois, je me suis sentie en fait perdue dès lors où j'ai perdu ma mère, et pourtant j'étais adulte, etc. Ouais, donc moi je sais que ce qu'il me fallait, genre, c'était bouger. Il fallait que je bouge, il fallait que, tu vois, il me fallait d'autres énergies en fait. Ouais. Et ça aurait pu être à Dubaï ou ailleurs. Le fait est que c'est arrivé à Dubaï. Ouais. Parce que je me suis dit, à Dubaï, j'ai la possibilité d'entreprendre des nouvelles choses que je ne pourrais pas forcément entreprendre en France. Je t'en parle même pas parce que c'est même pas d'actu encore, tu vois, mais pour les projets que j'ai à l'avenir, Dubaï, pour moi, c'est une ville où, effectivement, je me sens pousser des ailes. Et justement, si on parle un peu de ton travail, donc d'influenceuse, créatrice de contenu, chacun y va de sa définition. Je ne sais pas quelle est la tienne. Est-ce que aussi c'était important, parce que l'expatriation, ça permet, surtout dans ton métier d'image, un renouvellement de créativité, j'imagine, un nouvel esthétisme. Est-ce que c'était pour toi important cette expatriation aussi à ce niveau? Est-ce que tu l'as aussi réfléchi comme ça, en opportunités professionnelles, en esthétisme, en renouvellement de contenu pour ta communauté? Honnêtement, non. Pas du tout, parce que si j'avais dû choisir une ville en termes d'esthétisme, et moi ce qui me plaît, c'est sûrement pas Dubaï, tu vois. Ouais. Je suis pas fan de Dubaï esthétiquement parlant. Je la trouve impressionnante cette ville, mais moi les tours ça me fait pas rêver. Ou peu importe, tu vois. Enfin, Dubaï, c'est pas une ville que je trouve jolie. C'est une ville que je trouve très agréable, que je trouve impressionnante, fascinante. Mais je suppose que si moi je le ressens comme ça, c'est que les gens qui me suivent, qui aiment un peu mon univers, peut-être le ressentent comme ça aussi. Mais non, après, je m'en suis pas fait une crainte, parce que de toute façon, moi, c'était acté dans ma tête. Voilà, c'était je pars et on verra comment je joue la carte. Mais pour le coup, vraiment, j'ai pas pensé en fonction genre de mon contenu. J'ai pensé vraiment en fonction de ma vie personnelle. D'accord. Ouais, tout part de ta vie perso. Ok. Et c'est une histoire de famille aussi, puisqu'il y a ton frère, il y a ta belle-sœur ici. Quel rôle joue cette famille dans tes choix dans tes choix professionnels, dans tes choix personnels? T'es très famille. Ouais. Déjà, est-ce que ça a été un sujet aussi de t'expatrier, puisque loin de tes repères, de tes amis dont tu es très proche, qui jouent aussi un peu ce rôle de famille. Donc déjà, première question, est-ce que ça a été un sujet? Et deuxième question, voilà, quelle est la place finalement de cette famille dans cet environnement professionnel? Écoute, moi j'ai mon frère du coup alors il s'est pas vraiment expatrié, il est là à mi-temps parce que mon frère il a son agence en France et en fait il développe celle de Dubaï. Donc il a besoin d'être là parce qu'il est en train de monter un truc assez conséquent. Je parle pas en son nom, mais voilà, du coup il entreprend ici et il a besoin d'être là. Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette volonté de sa part et de la part de ma belle-sœur de passer plus de temps ici, ça nous aurait peut-être pas autant motivés. Parce que moi j'ai besoin d'avoir un repère auprès de moi, que ce soit un de mes frères, une sœur, un parent, enfin... J'ai besoin. Et pour le coup, les amis, bizarrement, pour la première fois de ma vie, à 35 ans, c'est bien, il était temps, 34 à l'époque, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, si mes amis sont mes amis, je les reverrai, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci, on ne perdra pas contact, on prendra toujours autant de plaisir à se voir. Et je suis quelqu'un de très sociable, donc j'avais pas peur parce que je me disais, je sais que je rencontrerai des gens, je parle à tout le monde, donc et en fin de compte, je suis arrivée et je me suis déjà fait plein de copains, pas mes meilleurs amis parce que je connais pas assez les personnes et qu'on n'a pas vécu encore des preuves ensemble, tu vois, mais mes meilleurs amis sont toujours aux abonnés présentes, genre dès que je rentre à Paris, là je suis rentrée 2 fois en 6 mois, voilà, ça a été dîner sur dîner tous les soirs et ça se passe très bien comme ça. Ouais. Et un peu le rôle de ta famille, de travailler en couple, de tout ça, c'est... Moi, je travaille pas avec mon mec. Hein. Ouais, tu travailles pas. Pas du tout. Parfois, on est amené à être contacté pour la même marque ensemble, mais initialement, on bosse pas ensemble. C'est pas lui qui me fait mes photos, etc. Moi, je prends toujours des prestataires que je rémunère parce qu'on a bossé ensemble à une époque et honnêtement, on a tendance à se déchirer plus que s'entendre, donc on a laissé tomber. Mais... non, écoute, moi j'aime bien l'idée qu'on puisse se tirer tous vers le haut. Tu vois, Diego par exemple, mon frère,
qui installe son agence ici. Il a une agence qui fait de la représentation d'influenceurs et également de la stratégie digitale pour les marques de luxe. C'est lui mon agent. Donc, pas lui, parce qu'il a une quinzaine de salariés, je sais plus. Mais c'est des personnes au sein de son agence qui me représentent. Il m'a présenté mon nouvel agent ici. Qui est Laura, que tu j'ai interviewé sur le podcast. Oui, et exact, j'ai entendu. J'avais entendu, mais tu vois, comme quoi en fait tout se fait très vite, tu vois. Oui. Mais donc, du coup, non, c'est agréable de bosser en famille, et puis, tu vois, on se tire vraiment vers le haut, quoi, dans le sens où moi, mon frère, il ouvre son agence, c'est trop cool, et tu vois, encore hier, j'étais en rendez-vous dans un nouveau quartier à Dubaï que je trouvais canon et je lui disais il faut absolument que tu prennes tes bureaux là, etc. Donc je suis allée, j'ai fait ma petite photo avec le numéro de téléphone, enfin tu vois, et pareil, et lui, voilà, et si on peut ne pas être trop loin physiquement, je pense que c'est cool, d'autant plus que maintenant il y a un bébé, ma fille, Azel, qui y est très attachée, ma belle-sœur Iris aussi, enfin, tu vois, l'idée c'est de continuer à évoluer en famille, et c'est vrai qu'on a cette chance d'être à nos comptes. C'est ça, c'est génial. Enfin, mon frère est à son compte, il a une agence et des salariés, donc c'est comme, voilà, il a beaucoup de responsabilités, mais... il est son propre patron, tu vois. Et ça, c'est quand même cool. Et ça, c'est une chance, ouais. Vous pouvez vraiment... c'est un énorme privilège. Bouger ensemble. Enfin, moi, je vois mon frère aussi, du coup, qui travaille avec sa copine. Du coup, ils peuvent venir aussi facilement. Et je pense aussi que ça joue aussi, enfin, d'avoir son petit frère, d'avoir de la famille ici, des attaches. Ouais. Et justement, si on parle un peu il y a un bouleversement qui est l'expatriation. Déjà, est-ce que l'expatriation, juste en 2 secondes, tu dirais que c'est une prise de risque ou c'est zone de confort pour toi ? Alors écoute, moi je pensais que ça allait être plus challenging que ça. Ouais. Et en fin de compte, pas du tout. Dans le sens, pour moi, c'est d'une telle évidence, mais c'est une prise de risque. Hein. Ouais. Moi, je savais pas vraiment comment j'allais la jouer dans mon travail, parce que mine de rien, tu te dis, est-ce que les marques avec lesquelles je travaille vont continuer à suivre ? Est-ce qu'elles vont vouloir me faire des envois à Dubaï ? Bon, elles me les font. Celles qui ne veulent pas font. En fait, on s'est vraiment organisé en amont avec l'agence qui s'occupe de moi, Influence, celle de Diego. Voilà, enfin. Il y a des bases encore en France, hein, bien sûr, mais à un moment, t'es obligé d'aller de l'avant dans le sens où tu peux pas, toute ta vie, ne pas sortir de ta zone de confort parce que tu flippes d'un potentiel changement. Il y a des changements, il y en a eu évidemment, des déceptions, mais des très agréables surprises aussi. Et professionnellement parlant, non, moi je me sens, là je commence à trouver mon équilibre, celui que je ne trouvais pas à Paris. Parce que, alors, je trouve que tu vois, Dubaï, il y a une vraie énergie dans le travail. Pour le coup, mais il y a aussi un vrai respect de, comment dire, il y a pas cette pression qu'on peut retrouver en France ou peut-être dans mes métiers, ou j'en sais rien, je te dis ça comme ça, mais où on a souvent le sentiment que pour réussir et que pour travailler et que pour être quelqu'un de top qui travaille super bien, il y a de la douleur. Voilà, il y a de la douleur, une notion de pénibilité et surtout... Et puis, un peu les ambitions freinées. Enfin, moi, je sais pas, mais j'ai l'impression, c'est ce que je ressens aussi dans le boulot, c'est que à Dubaï, tu as une énergie, si tu veux, qui te porte, et la réussite amène la réussite, amène la réussite, amène la réussite. Tu vois ce que je veux dire ? Et les gens ne sont pas jaloux. Et les gens s'introduisent les uns aux autres. Et les gens s'introduisent, se connectent et tout ça. S'entraident. Et ça, je l'ai tout à fait... Je l'ai tout à fait remarqué, alors qu'à Paris, tu vois, t'as des paliers, tu vois, tu réussis, mais bon, juste pas trop, ou alors, tu vois. Ou tu sais que tu peux te manger une critique ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, à Paris, en fait, si t'es pas levé à 7h du mat, t'es devant ton ordinateur à 8h30, t'es pas couché vraiment à nuit, la douleur. C'est que t'es pas performant, tu vois. À Dubaï, la vie de famille est hyper importante aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'expatrient là, et c'est des gens qui ont des gros jobs, c'est des gens qui ont des gros postes, c'est des gens qui ont des vraies responsabilités, parce que j'en ai rencontré plein. Mais tu vois, je sais pas si c'est les énergies de Dubaï ou si c'est le fait que ce soit une ville d'expatriés, donc avec des cultures différentes, etc., qui s'entremêlent. Mais le fait est que la vie de famille et la vie privée est importante. Avec Mathieu, franchement, moi je sais pas pourquoi, mais quand je suis en France, je suis un petit robot, je suis en mode automatique. Parce que déjà, je connais bien plus de monde, qu'il y a toujours un événement et quelque chose à faire. À Dubaï, il y a plein de trucs aussi, mais j'ai plus de facilité à dire non, je suis bien chez moi. Genre, je reste chez moi ce soir et je bouge pas. Et je ne sais pas pourquoi. T'as la réponse ? Non, c'est pas ça. Mais justement, je voulais revenir sur ça parce que c'est une petite constatation que j'avais. Bon, moi, je te suis depuis presque tes débuts de tes réseaux. Tu vois, je t'ai découverte j'étais en stage. Donc, tu vois, c'était... Ah oui, t'étais toute jeune. Ouais, on a le même âge, donc j'ai peut-être un an de moins que toi, mais voilà. Ouais. Et voilà, je t'ai vu grandir à Paris, évoluer à Paris, machin. Et j'ai l'impression, quand t'es rentrée à Paris, il y a un mois, ou je sais pas, que t'étais quand même,
Enfin, donc j'entends bien tout ce que tu dis, mais en même temps que cette vibe hyperactive te manquait, tu vois. Ah, mais ça me manque grave. Ça te manque quand même. Mais en fait, il me faut les deux. Il te faut les deux. C'est là où j'ai compris que mon équilibre, je l'avais avec ces deux villes. Paris, qui restera ma ville, celle où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai tous mes amis, et Dubaï. Si tu veux, Paris, là, j'y étais seule. J'y étais pour le boulot et je suis restée pas mal de jours, plus d'une semaine. Et donc, c'est vrai que j'étais dehors super tôt le matin. Et on boit en même temps. Oui, on boit en même temps. Merci. Et ouais, enfin bref, j'ai eu des journées vraiment genre hyper chargées, des soirées, enfin des événements tous les soirs, des dîners, etc. Mais parce qu'à ce moment-là, je genre seule, sans ma fille, sans mon homme. J'étais pas là, c'était Kenza la femme, c'était pas Kenza la maman. Et en fait, j'ai besoin de remplir toutes ces cases-là. Et j'ai besoin de cette adrénaline-là que je peux avoir à Paris. Parce que je suis là, faut pas que je rate ce rendez-vous, faut que je cours, etc. Mais je peux te dire qu'au bout de 5 jours à Paris, je voulais revenir à Dubaï. Ouais. Et pourtant, j'aime trop Paris. J'aime Paris, mais tu vois, là, au moins, ça m'a confortée. Je me suis dit, bon, Paris, c'est génial, voilà, je vais faire mes petits tours, etc., voir mes copains, faire mes petits jobs. S'il y a du boulot ou quoi, ok, c'est ma vie, de toute façon. Je la mets pas de côté, tu vois, je suis née là. Mais à plein temps comme ça, là, je me suis dit, comment j'aurais fait avec la petite ? Comment j'aurais fait ? En fait, c'est faisable. Moi, j'ai grandi à Paris, mais c'est pas les mêmes vibes. C'est ça. Du tout. Pas du tout. Et justement, pour reparler de ton rôle de maman, qui est très important pour toi, tu en as pas mal parlé d'ailleurs dans un livre que tu as sorti, je crois. Ouais. Comment tu l'as vécu ? Comment tu vis ce rôle de maman Écoute, bien. J'aurais aimé juste connaître la maternité dans un autre contexte que celui de la pandémie. Parce que c'était très bizarre, très anxiogène. Et j'ai eu une grossesse de rêve et tout était parfait. Et ouais, c'était juste que voilà, j'aurais aimé être un peu moins instable en fait. J'aurais aimé être moins instable à ce moment-là. Mais il y a eu trop de bouleversements, comme je te l'ai dit, dans ma vie au moment où elle est arrivée. Et du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, j'aurais bien aimé connaître la grossesse dans un contexte un peu plus stable, sans déménagement à répétition, sans perte de repères. On aurait pu faire un spot où on vous aurait dit « Entreprendre, ça nous fait pas peur ». Ou encore « Se lancer dans l'immobilier sans rien y connaître, tout le monde peut le faire ». Mais chez IAD, on préfère simplement vous dire qu'on vous accompagnera dans toutes les étapes de votre nouvelle vie d'entrepreneur en immobilier. 15 000 personnes ont déjà sauté le pas en devenant conseiller immobilier indépendant chez IAD. Pourquoi pas vous ? Rendez-vous sur join-iad.com. IAD, ça fait du bien à l'immobilier. Et en sachant véritablement ce dont j'avais besoin. Mais maintenant, tu vois, j'ai l'impression, et arrête-moi si je me trompe, que c'est propre aux jeunes mamans, ça, de toute façon. On a tout ce moment où on se pose la question de « Ok, est-ce que je suis bien dans ma vie ? Est-ce que c'est comme ça que je veux la mener ? Est-ce que c'est bien pour mon enfant ? Est-ce que c'est bien pour moi ? Est-ce que c'est bien pour mon couple ?» Et c'est dur, quoi, parce qu'en fait, t'es encore full hormones, tu viens d'accoucher et tout. Mais là, enfin, je te dis, ça y est, depuis que je suis arrivée, tu vois, là, ça fait 6 mois qu'on est là, ça fait véritablement 2 mois, je trouve, qu'enfin, on pose un peu les armes, tu vois, genre... Ok, on a nos repères, on a les restos qu'on aime bien, on a les gens qu'on aime bien voir, on a les spots qu'on aime bien aller à la plage, on a telle activité qu'on aime bien faire. On sait maintenant, tu vois. Et c'est agréable. Ouais, moi je sais pas toi, mais moi pareil, je suis parisienne. Enfin, on est banlieue avec mon petit frère du coup que t'as vu sur le bateau. Ouais. On est banlieue parisienne. Et moi j'ai toujours adoré Paris, mais il y a aussi un gros truc, c'est que au moment où je suis devenue maman, j'ai un peu moins aimé Paris parce que je trouve que c'est une ville qui n'est pas du tout faite, comme toutes les grandes villes en France, qui n'est pas du tout faite pour les enfants. Là, tu vas au resto, tu peux pas mettre ta poussette, t'as ton bébé qui pleure, t'as le serveur qui te regarde comme si tu faisais chez tout le monde. Tu veux rentrer dans un magasin, t'as 3 marches, toi, mais c'est des trucs que tu fais pas trop gaffe quand t'es pas maman. Et moi, je sais que c'était hyper. En fait, bon, j'ai été expatriée 2 fois il y a longtemps, donc là, je voulais me réexpatrier et tout, mais ça aussi, ça a été un critère, mais de fou, de pas être dans une ville comme Paris forcément avec mes enfants. Bon, on a le choix, on a eu le choix, bien sûr. S'il y a pas le choix, il y a pas de souci. Et j'adore Paris et tout ça, mais je veux dire voilà. Et ça aussi. Enfin, j'ai l'impression il y a un appel d'air aussi de quitter peut-être Paris ou des grandes villes quand tu deviens maman, tu vois. Aussi. Et post-confinement aussi. Vois, et post-confinement. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Un peu tout, ouais. Mais tu vois, moi, j'ai des copines, tant qu'elles sont devenues mamans, qui pour rien au monde ne quitteraient Paris. Hein. D'accord. Peut-être que jamais elles ne quitteront Paris, mais elles n'ont pas eu de pétage de câble en tout cas. Moi, je sais que je l'ai eu. Ah, c'est clair. Et comment tu vis d'éduquer ta fille ici ? Est-ce qu'elle est heureuse ? Enfin, comment tu le vis d'éduquer ? Est-ce que tu te vois éduquer ta fille à Dubaï ? Je me pose 1 milliard de questions. Cette question, elle est touchy dans le sens où
C'est une réflexion que je me suis faite. Pour l'instant, elle est hyper heureuse. Bon, déjà parce qu'on est passé d'un appartement à une maison avec un jardin sous le soleil. Donc pour un oui ou pour un non, t'ouvres l'espèce de grande véranda, là, tu la laisses dehors pendant que toi tu bosses en jetant un œil sur elle. Tu vois, ça change le mood. Tu me diras, dans le sud de la France, il y a ça aussi. Hein. Mais même, déjà, j'ai trouvé une crèche, alors que j'avais des refus à la crèche. Que moi, c'est quelle crèche pour ceux qui nous écoutent Elle est à Blossom. Ouais, moi aussi, elle était à Blossom. Elle est à Blossom. Ouais. Mais j'ai l'impression que toutes les crèches sont assez top ici. Hein. Ouais, mais Blossom, c'est particulièrement okay. Bien, je crois. Moi, en fait, c'est la crèche de ma résidence. Hein. D'accord. Initialement, je l'avais mise ailleurs, et puis en fait, j'en avais marre de me taper les emboutes, notamment en retour quand j'allais la chercher. Oui. Voilà, je l'avais mise du côté de Jumeirah, alors que je vis à Dubai Hills, donc c'était pas tout près, donc en fait j'en pouvais plus. Et deuxième trimestre, je l'ai fait changer. Et bon, elle est hyper heureuse ici. Enfin, c'est-à-dire qu'on finit de bosser, tu vois, il est quelle heure ? On se dit il est quelle heure ? Bon, allez, tu sais quoi, on va se faire un petit apéro. Tac, on va sur la palme, on se trouve un petit spot, les pieds dans le sable, on boit un petit coup avec mon mec, la petite Kéla qui s'amuse avec son seau. Je sais qu'à Paris, la donne aurait été différente, tu vois. Bon, je serais allée place des Vosges, c'est très joli, c'est à côté de là où j'habitais, dans le Marais, etc. Mais justement, voilà, tu lui mets 4 couches de vêtements avant de sortir. C'est des petits problèmes, c'est même pas des problèmes, j'ai envie de te dire, mais c'est vrai qu'il y a une facilité ici. Il n'y a rien à dire, il y a une facilité. Même quand tu vas au resto, l'enfant est roi, genre. L'enfant est roi. Et les mecs, ils arrivent, ils te courent après avec le siège pour les enfants, quoi, limite. Enfin, elle est hyper heureuse ici. Et puis, comme les gens sont aussi beaucoup expatriés dans le but d'avoir une vie de famille plus saine ou peut-être plus agréable, les gens, enfin, moi, mes voisines, genre, je m'entends trop bien avec une de mes voisines qui est iranienne, la voisine qui vit dans la maison à gauche de la mienne. Nos enfants s'entendent trop bien, donc parfois, j'amène la petite, je la laisse dans le jardin avec le petit. Enfin, tu vois, en fait, c'est des trucs bêtes, hein, mais je me serais pas vue, par exemple, à Paris, dans mon immeuble, descendre à la recherche d'un enfant dans l'immeuble. Bonjour, est-ce qu'on peut faire, genre, une activité, un mercredi, je te le laisse, un mercredi, c'est clair. Enfin, tu vois. Ouais, je sais pas. Ça a changé des choses dans ton métier, dans la perception de ton professionnel, de devenir maman, oui. Dans tes priorités? Oui et non, dans le sens où moi, et ce que je m'étais dit avant d'accoucher, et ce dont j'étais sûre, et en fait qui est maintenu, c'est que je veux pas mettre ma vie de côté professionnel pour mon bébé. C'est pas... Alors, je me reprends. Je veux pas sacrifier tout ce que j'ai fait ces dernières années, parce qu'il y a eu des moments où moi j'ai vu ça comme entre guillemets du sacrifice quand j'étais plus jeune. Moi, tu sais, j'ai connu un succès sur Internet très tôt. Maintenant, il y a beaucoup d'influenceurs. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des blogueurs. Je me souviens. Oui, la revue de Kenza. Ouais. Il y avait la revue de Kenza, il y avait le blog de Betty. Il y avait Garance Dorée, Marie Love Pink. Ouais, exactement. Non, mais vous étiez, on n'était pas beaucoup, on 20, était une quoi. Dizaine. Ouais, enfin oui. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que moi, je me rappelle de soirs où mon frère m'écrivait « Ouais, on est dans telle boîte, il y a tel DJ, rejoins-nous ». Et moi, en mode genre... Non, je me couche, demain, il faut que je sois opérationnelle, machin. Et pour moi, c'est des sacrifices dans le sens où, comme j'avais 22 ans, mes amis étudiaient, mon frère étudiait, tout le monde étudiait, moi, j'étais déjà dans la vie active, tu vois. Ouais. Déjà dans cette perspective de, meuf, t'as une chance là entre les mains, t'as une chance, ça se passe bien, t'es rémunérée pour faire quelque chose que tu aimes, genre saisis-la. Et je n'ai pas compté les heures. J'ai bossé, c'est pas venu à moi tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement... Mon blog a émergé parce que beaucoup d'anonymes s'y sont connectés à un moment et qu'il s'est fait remarquer. Mais moi, je me souviens, tu étais la première, tu vois, à faire des petits vlogs, enfin, tu vois, à filmer. Je m'en souviens, India, t'étais pote avec India, avec Caro Lundberg. Moi, j'ai grandi, tu sais, connais les rêves. Ouais. Donc, tu vois, je me souviens, t'étais, on appelait même pas ça des vlogs. Celles qui t'ont suivi, entre guillemets, elles ont grandi avec toi, avec vous, tu vois. Et t'étais une des pionnières sur le fait de filmer un peu, tu complètement, vois. Je faisais des espèces de vidéos dégueulasses qui sont toujours sur ma chaîne d'ailleurs. Le mot blog n'existait pas à l'époque, mais moi je filmais tout et je mets tout en ligne. Genre, donc avec mon pauvre portable où j'avais une une espèce de caméra un peu éclatée. Enfin, mais ouais, c'était marrant. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2010. Pourtant, je suis pas youtubeuse, hein, mais c'était vraiment du freestyle, c'était trop cool. Et pourquoi je te parle de ça? Attends, du coup, je me suis perdue. On sait. Oui, non, parce que je te demandais tes priorités professionnelles depuis que tu es devenue maman et tout ça. Et donc voilà, ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, je prends et j'ai de la chance et Dieu merci, j'ai tellement de chance. De pouvoir encore aimer, tu sais, te lever le matin et te dire oh là là, j'aime trop ma vie, genre, j'aime trop ce que je fais.
mais quel kiff, tu vois. Et j'ai encore cette chance-là aujourd'hui, tu vois. Donc, je veux surtout pas mettre de côté ma vie professionnelle, mais je veux réussir à équilibrer. Et je pense que sans avoir fait ce move, si je n'avais pas fait ce move à Dubaï, je pense que j'aurais pas réussi à équilibrer. Là, tu vois, je suis contente. Là, on fait cette interview ensemble. Ensuite, je prends ma petite voiture, je vais chercher ma petite à la crèche, je vais passer un peu de temps avec elle. Elle va aller au parc avec sa nounou, parce qu'il faut quand même que je bosse, parce que mine de rien, j'ai du boulot. Voilà, elle va revenir, je vais la faire dîner, je vais la coucher. La nounou va rester à la maison. Je vais ensuite aller dîner, moi, rejoindre mon frère et mon cousin, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il y a tout un équilibre qui est trop cool. Dubaï te permet vraiment cet équilibre. Oui, on a de l'aide en plus, tu vois, à Dubaï. Genre, j'ai une nounou à la maison, tu vois. Et ça, franchement, c'était un vrai luxe, tu vois. C'était un choix de ne pas exposer ta fille. Dès le départ, tu n'as pas exposé ta fille. Je crois qu'on ne l'a jamais vue. On n'a jamais vu son visage sur les réseaux. C'était toi. Je ne critique pas du tout celles qui le font. Parce moi, je ne le fais pas non plus pareil. Et je ne critique pas. Non, parce que je suis plein de mamans et j'adore voir la bouille de leurs enfants. Et genre, je suis la première. Et du coup, c'est un peu frustrant, toi, parce qu'on la voit pas, tu vois. Ouais, je sais, mais je suis pas à l'aise pour le moment. Je sais pas. Et en fait, je dis, tu sais que parfois, genre Mathieu me dit, regarde cette photo comme elle est jolie. À lui, il serait prêt à la mettre. Il y verrait moins d'inconvénients. Maintenant, je sais pas, je suis pas à l'aise. Me demande pas. Enfin, si, il y a des raisons, bien sûr, les réseaux de pédophilie, tout ça, machin. Mais c'est surtout le fait de ne pas lui laisser le choix qui me met mal à l'aise. C'est-à-dire exactement. Moi, c'est pareil. Je veux attendre qu'elle soit un peu plus grande. Et si un jour elle me dit, c'est le consentement, maman, tu vois, qu'elle capte un peu ce que je fais, machin, et que pour X ou Y raison, elle a envie, ça la chauffe, elle est contente. Pourquoi pas? Et encore, je te dis pourquoi pas, parce que j'ai pas envie de dire oui. Parce qu'elle sera trop petite aussi mais pour. Elle a un an et demi, on la laisse tranquille, quoi. D'ailleurs, il y a un truc de ouf qui se passe. Moi, c'est pareil, je juge pas. Je suis plein de mamans qui montrent et tout ça, c'est très bien, mais c'est aussi une question de consentement. Et d'ailleurs, il y a des enfants qui commencent à porter plainte contre leurs parents parce qu'ils ont été exposés petits. Et c'est aussi ça qui m'a un peu. Je me suis dit, si ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça a un terme, et vraiment exact. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, et aussi un peu, j'ai envie de savoir justement parce que ça fait très très longtemps que t'es sur la toile. Voilà, on a vécu un peu toutes tes mes aventures, passages de ta vie, quoi, les étapes de ta vie. Oui. C'est quoi ton secret aujourd'hui pour te renouveler tout le temps finalement, parce qu'en 12 ans sur la toile, tu vois, j'imagine que j'ai plus 20 ans, clairement, on peut se dire, tu vois, voilà quoi, c'est pas mal de renouvellement pour toujours capter des cibles, capter des nouvelles choses à créer, c'est quoi, comment tu fais en fait pour j'ai pas la réponse exacte à ta question, mais la réalité c'est que je pense que je fais une veille qui est tellement importante sur les réseaux en permanence, sans pour autant vouloir jouer la gamine de 20 ans. Alors, t'es pas une gamine à 20 ans, mais j'en ai 35, donc pour moi, il y a une diff, tu vois. Mais j'ai pas de problème, par exemple, à m'associer, que ce soit dans le travail ou pour un certain type de contenu, avec une nouvelle génération, que ce soit de youtubeurs, de tiktokers, etc. Tu vois, moi, je sais que je me suis déjà retrouvée dans des voyages, par exemple, avec des filles de ma génération qui me disaient « Ah bah tiens, j'ai été invitée à tel événement ou tel truc, mais il va y avoir telle personne de telle génération, je veux pas qu'on m'associe. » Et c'est pas du snobisme, c'est juste la crainte de ne pas connaître cet univers, cet environnement, et la crainte que peut-être les annonceurs avec qui on bosse déjà se disent « Mais attends, qu'est-ce qu'elle fait dans un voyage comme ça avec une personne qui a genre 19 ans et qui est une star de YouTube ?» Moi, j'ai pas cette crainte-là. Pas du tout, au contraire. Je suis hyper ouverte aux nouvelles générations. Je suis hyper copine avec des filles qui ont genre 12 ans de moins que moi, vraiment. Copine, c'est-à-dire qu'on peut aller boire des coups, tu vois, parce que c'est des filles qui, mine de rien, font les mêmes jobs, tu vois. Elles sont très jeunes, mais elles ont un train et un temps d'avance qui est impressionnant. Pareil, tu vois, là, j'étais en voyage de presse pour Porsche. Je me suis retrouvée à un moment à déjeuner avec des jeunes personnes, enfin plus jeunes que moi en tout cas, qui ont des millions d'abonnés sur Instagram, etc. Moi, ils me fascinent. Genre vraiment, je les aime trop. Je les trouve tellement créatifs. Je trouve que leur montage, ils sont fous. C'est clair. Genre, moi, je savais pas faire ça. Tu vois, eux, il y a la différence avec moi, et ça, faut juste qu'on remette les choses dans leur contexte par rapport à ce que je te disais avant, c'est qu'eux sont arrivés à un moment. Toute cette génération un peu plus jeune qui cartonne, sont arrivés à des moments où c'était beaucoup plus dur de percer. Moi, j'ai démarré, j'ai eu de la chance. Moi, subitement, je me suis retrouvée avec les pays du monde entier qui se sont connectés à mon blog et de 40 000 à 70 000 personnes par jour. C'était énorme. Et de là, j'en ai fait un business. Mais on était très peu de blogueuses, donc bon, c'était plus facile. Eux, ils arrivent. Aujourd'hui, il y a une concurrence accrue. Il y a une grosse concurrence. Donc déjà, je pense que ça me permet de perdurer parce que
tout le monde se connaît dans ce milieu, que ce soit les bureaux de presse, les agences de communication, les attachés de presse, les influenceurs dans toutes catégories confondues, que ce soit dans l'humour, la mode. On se connaît tous, on est invités aux mêmes événements, on va faire un Calvi on the Rocks, on va tous se rencontrer, on va faire un Lollapalooza, je te parle de festival, mais ça peut être n'importe quoi. Après, effectivement, si tu fais plus de la mode, tu vas faire les Fashion Week, donc tu vas être qu'avec les influenceurs qui sont dans le milieu de la mode. Mais je pense que je suis juste encore hyper connectée à ce qui se fait et que j'essaye de le faire et de le faire toujours avec ma touche, tu vois. Et j'ai de la chance aussi d'avoir une communauté qui me suit et qui a grandi avec moi. Les filles qui avaient 20 ans qui me suivaient hier, ça, peut-être, avec toi. Elles ont mon âge aujourd'hui et elles suivent, tu vois. Ouais, et puis t'as peut-être pas, t'as peut-être pas de barrière comme tu dis, en fait. Tu te connectes, tu vois, tu dis oui, tu vois, pas de barrière. Tu es toujours aussi passionnée par ton métier que le premier jour. Vraiment. Je sais pas si c'est bizarre ou pas, parce que moi j'ai pas mal de copines qui me disent j'ai envie de passer la seconde, machin. Alors moi j'ai envie de passer la seconde, je projette plein de choses et des choses qui auraient dû être embrayées avant la pandémie, etc. Mais bon, le bébé plus le Covid, tout ça, et puis maintenant l'expatriation, ça a pris un peu de temps. 2 ans après, on y est, ça y est, on peut démarrer, mais je sais ce que je te disais, comme d'hab, je parle trop et je me perds. C'est terrible. Je te demandais si t'étais toujours aussi passionnée. Ouais, mais concrètement, oui. Concrètement, je m'éclate. Ouais. Franchement, on a tellement de chance, tu vois. C'est-à-dire que je suis à mon compte, je rédige mes histoires sur un blog, je partage mes points de vue, mes opinions sur Instagram. J'ai un échange, franchement, mais qui vaut de l'or. J'ai fait des rencontres tellement extraordinaires à travers mes réseaux, que ce soit dans le travail, que ce soit avec même des abonnés. Non, je me laisse pas, quoi. Pas du tout, en fait. Il y a un thème qui me tient à cœur sur l'aléa, parce qu'on sera sur l'aléa pour ce podcast. J'en ai un autre, histoire de Dubaï, mais je t'expliquerai pourquoi je groupe les deux. C'est le développement personnel. Ça m'est vachement cher. On en parle beaucoup sur le podcast. En ce moment, je vois que tu partages le matin des petites phrases un peu... Oui, c'est pas les miennes. Good mood, machin. Oui. Pourquoi ? Je sais pas, j'aime bien. T'aimes bien ? J'aime bien parce que le développement personnel, déjà, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, notamment quand ma mère est tombée malade d'un cancer. Elle est décédée il y a presque 3 ans, donc elle est tombée malade il y a 5 ans. Et je me suis un peu réfugiée dans des méthodes comme celle-ci. J'ai commencé à lire beaucoup sur le développement personnel, j'ai commencé à changer mon alimentation. C'est très cliché, il faut toujours un choc dans ta vie pour bien sûr. Finalement se dire putain, il faudrait que je prenne soin de moi d'une certaine façon, tu vois. Je sais. Et, c'est clair. Donc voilà, c'est ce qui s'est produit. Et puis de base, je suis quelqu'un qui a beaucoup de colère en soi. Ça se voit peut-être pas parce que les gens à chaque fois me disent ah bon, toi, mais je suis quelqu'un d'hyper nerveux. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de colère, genre. Et c'est pas un sentiment qui est sain, la colère. Et donc, dès lors où ma mère est tombée malade, je me suis dit, ça va briller. Je me connais, en fait, à retardement. Donc là, j'ai commencé à consulter un psy. J'étais pas mal, pour autant. J'étais triste, ça me faisait chier qu'à travers ça. Mais en fait, j'ai préféré tout anticiper avant que quelque chose de dramatique arrive. Bon, c'est dramatique, c'est arrivé. Et c'est pour ça que je pense que j'ai plutôt bien géré. Je ne sais pas s'il y a une échelle de gestion, mais à mon sens, j'ai plutôt bien géré cette histoire-là. Grâce à ça, tu penses, grâce justement à ton développement personnel. Je me suis mise vachement plus au sport, j'ai changé mon alimentation. Ouais. Franchement, je pense. T'écoutes des podcasts, même le fait de manger mieux, c'est hyper cliché, tu vois, mais le fait d'introduire des bonnes choses dans ton corps, j'ai arrêté la viande à ce moment-là, enfin, tu vois, des détails, tu vois. Et bref, et du coup, je sais pas pourquoi, là, je m'y remets, parce que je me fais des petites veilles sur Pinterest, et que je me retrouve avec des phrases qui arrivent là, comme ça, trop sympas à lire, et du coup, j'ai envie de les partager. Mais peut-être aussi parce que je vais bien, tu vois, en ce moment. Je suis passée par une phase un peu difficile en m'installant à Dubaï, genre, ok, est-ce qu'on est au bon endroit ? Qu'est-ce qui se passe ? Mon mec s'est retrouvé bloqué en France à cause du Covid. Pendant 1 mois, je suis restée seule. Donc là, quand t'es seule, que tu connais pas vraiment les gens, que t'es avec ta petite... Tu cogites. Et en plus, j'avais que des nounous. Enfin, les seules nanas potentiellement que je pouvais côtoyer le plus, c'était des nounous et qui étaient genre trop bizarres. Ouais. Enfin, tu connais l'histoire. J'étais un peu perdue. J'étais là, ok, bon, meuf, tiens bon. Et en fait, maintenant il est revenu évidemment. On a une super nounou, donc quelqu'un qui partage notre quotidien et qu'on aime trop et qui est trop mignonne avec la petite. Et en fait, ça y est, tout se stabilise. Donc je pense que ça va aussi avec le mood du moment, tu vois. Ouais, mais il y a beaucoup de choses justement sur le dev perso à Dubaï. Moi, je m'y suis mise à 100% à Dubaï parce que la première année, j'ai traversé des phases
Quand t'es arrivée et atroce. que tu t'es retrouvée en confinement. Ouais, quand je me suis retrouvée en confinement, pareil, tu vois, tu te retrouves dans un nouveau pays, tu connais personne, tu t'occupes de ton bébé toute seule parce que moi, mon mec en plus, bossait, c'est le premier, loin de ma mère. Bon, j'ai de la chance qu'elle soit toujours là, mais bon, quand même très loin. Mais quand même. T'as besoin de ta mère, tu vois, et puis moi j'ai eu un postpartum de malade, moi ça m'a remonté des angoisses de ouf, déterrées quelque part, je suis remontée dans mes anciennes vies, moi je suis allée très 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 loin pour comprendre d'où venait mon mal-être en fait extrême, mais voilà, pour tout ça, pour te dire quoi pour te dire que je me souviens plus, j'ai perdu le fil. Non mais on parlait de développement personnel et tu me disais que c'est très développé à Dubaï, chose que je ne savais pas. C'est très développé à Dubaï, t'as beaucoup d'événements sur le bien-être. Tu vois, moi je me suis mise, je sais pas si tu es sensible à ça, mais la lithothérapie, tu sais, je suis pas très sensible à ça, je t'avoue, mais les pierres, tu vois, t'as beaucoup tu dois connaître peut-être l'endroit Seva à Dubaï. T'as pas mal d'événements justement avec des experts du bien-être qui viennent parler sur plein de thèmes différents, Seva. Plein d'événements. Ouais, moi aussi j'adore. Et voilà, et c'est très très développé, parce que t'as la culture aussi indienne qui est pas très loin, tu vois, ils sont très dans le spiritualité et tout ça, donc c'est hyper développé, et à Dubaï, c'est bien quand tu t'intéresses à ces choses-là. C'est une ville qui est un peu propice à ça. Est-ce que tu te sens alignée aujourd'hui, justement? Tu disais que tu avais eu pas mal d'interrogations au départ, quand tu arrivais à Dubaï. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que voilà, tu te demandes toujours, est-ce que tu es alignée? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon endroit? Est-ce que je suis dans la bonne vie? Je suis pas totalement alignée encore, pour être honnête. Je pense que ça a pris du temps. Déjà, c'est beaucoup mieux qu'à un certain moment de ma vie. Mais là, ça y est, tu vois, c'est doucement, mais sûrement, tu vois. Ouais, je pense que Dubaï est la bonne place, le bon endroit. Voilà, maintenant, je pense que, moi, le décès de ma mère, mine de rien, tu vois, il est toujours là. Et en fait, je sais pas, j'ai pas envie d'être dure dans mes paroles, mais je sais pas si vraiment je pourrais reprendre ma vie comme avant, en fait. Je l'ai reprise comme avant, hein, tu vois, je vois les mêmes personnes, j'ai les mêmes envies, etc. Mais il y a toujours ce truc, tu vois. Toujours ce truc. Et pourtant j'ai eu une petite fille, tu vois, qui me comble d'amour et que j'aime plus que tout, mais bon, c'est pas ma mère, ma petite fille, tu vois, ça n'a rien à voir, en fait, l'un ne remplace pas l'autre. Donc voilà, je sais pas en fait si c'est propre à moi-même ou aux gens qui ont perdu un parent tôt, tu vois, ce truc de je suis pas complète, tu vois. Ouais, je pense surtout pour une femme, une maman, tu vois. Ouais. C'est un vrai truc, quoi. Ouais, c'est un vrai truc. Après, on te dit souvent que le postpartum, parfois, ça dure 2 ans. 3 ans, moi, j'ai entendu. Ah, c'est 3 ans maintenant? Ouais, c'est 3 ans. Bah, tu vois, et en fait, je me dis peut-être que, voilà, tu vois, d'ici 1 an, quand la petite... non, c'est 3 ans de postpartum. Donc, donc, tu vois... Si tu réenchaînes pas, normalement, tu t'en sors dans 1 an et demi, pas comme moi. Mais voilà. Non, mais c'est sûr, je comprends. Et comment tu fais d'ailleurs alors, quelles sont tes sources d'épanouissement aujourd'hui? Et comment tu fais quand tu as des downs pour gérer Je fais beaucoup de sport. C'est très cliché encore une fois, mais franchement, ça me fait vraiment du bien parce que déjà, c'est des moments pour moi. Et ça me fait beaucoup de bien. Je projette beaucoup. C'est-à-dire que j'ai besoin de projeter, chose que je n'ai pas pu faire pendant près de 2 ans avec le Covid et la petite qui était toute petite. Et maintenant, tu vois, projeter un voyage, projeter un événement, projeter la création d'une nouvelle aventure. Tu vois, je projette, j'écris beaucoup. Donc, tu vois, même sur un carnet de notes, en fait, tu sais, je me décharge beaucoup l'esprit par rapport à ça. Tu te décharges. Je communique aussi parce que j'aime beaucoup parler. Tu remarques bien que je parle beaucoup. Voilà, donc parfois je peux être un peu lourde d'ailleurs parce que j'ai tellement besoin de parler que je vais voir Mathieu et je lui dis mais non, on peut parler de ça, et je parle. Il me fait non mais là t'es insistante, là c'est pas le moment, on peut se parler plus tard. Et je suis là oui mais non, tu vois, et en fait j'ai besoin de parler maintenant tout de suite. Je suis la meuf trop pressante quoi. Voilà, mais ouais, c'est déjà pas mal, quoi. Tu vois, des petites choses, t'écoutes une musique que t'aimes. Et puis partager un moment aussi en famille, ou avec ta fille, ou un dîner, ou tu vois. Là, ce soir, je vais dîner avec mon frère et mon cousin. Je suis trop contente. Bon, alors que c'est mon frère et mon cousin, quoi, tu vois. T'as 2 petits frères, Roméo, qui sont tous les 2 là. Non, Roméo était là. En fait, Roméo, c'est drôle parce qu'il est venu pour mon anniversaire en octobre. Il devait rester même pas une semaine, il est resté 2 mois. Il est journaliste, Roméo. D'accord. Donc lui, il avait envie d'aller chercher de l'info sur Dubaï, sur la scène, en l'occurrence skate de Dubaï. D'accord. Il est ancien skateur et il a proposé son article à Vice, c'est le magazine. Donc il a fait tout un article là-dessus. Il a fait aussi toute une espèce d'étude sur, je sais pas comment on dit, une étude où
concours de beauté des chameaux. Non, parce que c'est un vrai truc ici. Hein. Il y a des concours de beauté de chameaux. Ah bon? Oui. Il s'est rendu à Abu Dhabi aussi pour découvrir une clinique pour faucons. D'accord. Tu sais, le faucon ici, c'est un animal qui a son importance. Et le faucon est traité dans un hôpital spécial à Abu Dhabi en cas de pattes cassées ou autre, tu vois. D'accord. Non, mais ça peut paraître loufoque, mais bon, du coup, mon petit frère est journaliste et il s'est dit, mais en fait, il y a des trucs à creuser trop sympas à Dubaï. Voilà. Et donc, il nous a ramené des beaux articles. Ok. Voilà. Ton avenir professionnel, personnel, tu l'imagines? Tu le vois où? Tu le vois en faisant quoi? Je ne sais pas. Tu sais pas. En fait, c'est hyper dur parce que tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit ça, comme ça. Et maintenant... Mais avec ce Covid, moi j'ai compris qu'en fait tout pouvait basculer. Hein. Donc comment je le vois? Je me vois toujours être aussi active sur mes réseaux parce que c'est ce que j'aime et que j'ai une communauté qui est encore super fidèle et donc qui me permet de pouvoir collaborer encore avec des marques qui sont top et que j'aime trop. Donc ça, merci beaucoup. Sinon, non. Les marques t'ont suivi à Dubaï, il n'y a pas eu de souci d'image. Pas que je ne sais. Enfin, elles ne l'ont pas dit si c'est le cas, mais je bosse toujours bien, donc je suis contente. Ouais. Et écoute, c'est une bonne question, ça, parce que j'avais déjà entendu ça, que parfois tu avais des marques qui étaient réticentes. Moi, sans citer de nom, je connais des marques des filles qui ont fait qui font ce métier actuellement et qui se sont désengagées, parce que la personne était venue vivre ici. Ouais, parce mais que bon, mauvaise après, image, voilà, mais pas mauvaise image de la fille, mais bon. Voilà, c'est ça. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Écoute, why not, hein, ça c'est un choix marketing. Ouais. Non, moi je suis pas au courant en tout cas. Et sinon, non, moi je me vois entreprendre des nouveaux projets parce que j'aime ce que je fais, mais il faut que je back up, tu vois, quand même. Donc j'ai toujours back upé d'une certaine façon. Je suis pas quelqu'un, j'ai jamais claqué l'argent que je gagnais dans des folies extrêmes, etc. Mais voilà, aujourd'hui j'ai une petite fille, etc. J'ai envie de passer quand même la seconde sur d'autres choses. Donc, il y a des choses qui sont en prévision. Je préfère même pas en parler parce que vu que j'avais commencé à en parler avant le Covid, j'avais 2 projets, notamment un sur YouTube, etc. Bref, mais j'espère que tout ça va se faire. Voilà. Et je suis à Dubaï aussi pour ça, tu vois, pour rencontrer d'autres personnes, pour entreprendre différemment. T'as des idées de création de boîte, d'aller plus loin? Ouais, carrément. Carrément. Mais plein de trucs, tu vois, même des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, quoi. Ouais. Et Dubaï, tu vois combien de temps? Tu sais pas? Je sais pas. Honnêtement, je viens pas au jour le jour. Je sais pas combien de temps je me vois. Et pour en revenir à une question que tu me posais tout à l'heure par rapport à l'éducation de la petite à Dubaï, je te disais qu'elle était très heureuse ici à l'heure actuelle. Elle a qu'1 an et demi. Mais il y a quelque chose qui peut peut-être me faire peur dans le futur, c'est que moi j'ai eu ce privilège et cette chance de grandir à Paris, parce que moi c'est une ville que j'adore, et de vivre dans un quartier qui est hyper agréable, d'avoir mes repères, du coup, genre le commerçant que je connais, une odeur que je connais en passant devant une boulangerie, etc. Je trouve qu'à Dubaï il n'y a pas ça. Tu vois, en fait ma fille, ça va être une Française expatriée à Dubaï, mais du coup, tu vois ce que je veux dire? En fait, Dubaï, c'est une ville qui accueille tellement d'expatriés que... Une ville-monde. Oui, la culture émiratie, tu ne la ressens pas, en fait. Non, tu vois, pas du tout. Tu peux voir, évidemment, des Émiratis qui se baladent et tout, mais... Et en fait, je me dis, moi qui suis si attachée genre, à mes origines et à mes repères et au lieu auquel j'ai grandi, j'aimerais bien que ma fille elle puisse connaître la même chose. Mais je sais pas, on verra d'ici là. C'est drôle, mon mec, parce que nous on s'est mariés, il fallait se marier pour venir à Dubaï, il me dit la même chose de notre fille. Moi ça me traverse pas l'esprit, c'est bizarre. Moi je pense que ça peut être bien d'être ballotté comme ça. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, tant que nos enfants sont avec nous en bonne santé et heureux, ça. Mais mon mec, il pense comme toi. Il se dit, il aimerait bien. Mais après, c'est une nouvelle génération aussi, tu vois. Donc, Et si t'as des rêves? T'as des rêves? Non, c'est pas un rêve. Je dirais pas un rêve parce que j'aimerais que ça se réalise. Mais moi, l'idée, c'est d'être toute ma vie heureuse, quoi. Heureuse, moi, que ma fille soit tout le temps en bonne santé. J'aimerais bien avoir un autre bébé. Je sais pas quand, mais tu vois, j'aimerais bien avoir une petite tribu. Bon, je te dis pas une tonne, mais en tout cas, un autre bébé serait cool. Voilà, et toujours me lever le matin, comme je le fais depuis 13 ans, et me dire, oh, c'est cool, tu vois. Je vais finir par des petites questions. L'idée, c'est d'y répondre assez rapidement. Ton livre préféré, ou tes livres préférés, ou tes livres du moment? En ce moment, alors oui, ça fait 1 mois que je l'ai commencé, je l'ai pas terminé. C'est L'Art de s'en foutre. C'est un livre du coup sur le développement personnel aussi, mais sur le fait de pouvoir genre lâcher prise sur. Parce que le plus gros problème de ma vie, moi, c'est de ne pas lâcher prise. Je suis quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Autant c'est bien, autant c'est très mal. Donc L'Art de s'en foutre. Je me souviens plus du nom de l'auteur, mais je le lis du coup par tranche, voilà, le soir. Et il est assez inspirant parce que tu lis le truc et tu te dis mais en fait c'est évident, mais tu ne l'appliques pas à toi-même. Donc j'espère qu'il fera écho. Tes citations préférées ou ta citation préférée? J'ai pas vraiment de citation préférée. Je suis en train d'y réfléchir, mais
Il y a peut-être une citation autour de ça, mais en fait, moi, l'idée, c'est surtout de me dire que ce qui m'arrive et ce qui est délicat, tu vois, les choses un peu dures dans la vie qui peuvent m'arriver, souvent, moi, j'essaie de les accueillir de façon à me dire, s'il m'arrive ça, c'est pour une raison, une leçon à en tirer. Et je sais que quoi qu'il arrive, derrière, il y a toujours quelque chose de sympa qui se passe. Genre, c'est un truc que j'ai vraiment expérimenté, tu vois, on a tous eu des coups durs dans la vie, tu vois, soit des ruptures un peu compliquées, soit, je sais pas, des trucs graves ou pas graves, et tu te dis, en fait, mais c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Et en fait, tu te rends compte que derrière, il y a toujours une raison. Tu vois, t'arrives à mettre le point dessus. Et je sais pas s'il y a une citation qui englobe ça. Je pense que oui. Ouais, un peu, t'as toujours un peu un cadeau derrière, tu vois. Ouais. Je crois qu'il y a un truc où tu dis que t'as un cadeau derrière. On prend le cadeau. Voilà. Crois-tu à la chance ? Je crois à la chance, mais pas à la chance qui perdure. Je pense que le facteur chance existe, mais qu'il faut savoir rebondir dessus. Ouais. Est-ce que tu peux me citer un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu en aurais tirée ? La première chose qui me vient en tête, c'est une histoire d'amour foireuse que j'ai vécue plus jeune, et je savais que c'était complètement bourbier, mais je suis allée au bout du truc et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, vraiment. Genre, c'est une rupture qui laisse des marques. On a parlé sur les réseaux ou pas ? Non, je crois pas. Non. Peut-être j'en parle parfois comme ça, tu vois, sur YouTube, mais j'ai pas fait une vidéo là-dessus, quoi, tu vois. Mais en fait, Dieu merci, ça m'est arrivé, quoi. Parce que, tu vois... Bah ouais, aujourd'hui... Genre, non, mais... C'est clair. J'ai rencontré que des mecs chambés après celui-là, quoi. Tu vois, vraiment tellement vaccinés que j'ai eu que des histoires. Bon, j'en ai pas eu une tonne, j'en ai eu que 2, et notamment Mathieu, avec qui je suis depuis 8 ans. Mais voilà. Ça, pour moi, c'était de l'ordre de l'échec initialement, mais en fin de compte, c'était pas un échec, c'était une sacrée leçon, quoi. Ouais. Et que t'évoques la phrase ou les mots « maximiser le potentiel de ta vie, de sa vie ». Bah, c'est essayer de se donner toutes les chances, du coup, parce qu'initialement, je pense qu'on part tous de la même échelle. Alors, façon de parler, parce qu'évidemment, on va pas tous naître dans le même pays, avec les mêmes conditions sociales, etc. Mais c'est plus une... quand je dis qu'on vient... J'ai pas le mot, en fait. Je parlerai pas de la foi, parce que c'est très personnel et que moi, je crois pas forcément en Dieu. Mais maximiser son potentiel, ça veut dire, en fait, avec ce qu'on a, parce qu'on a tous une âme, quoi qu'il arrive, on a tous un certain ressenti ou une certaine empathie ou peu importe. Moi, elle est dure ta phrase. Je dirais que mais je dirais que l'idée c'est de travailler, c'est plus ce qu'on a chez nous peut-être de façon à en faire une force, quoi. Ouais. C'est ça ? Il y avait un piège ? Non, aucun. C'est toi. Ouais, maximiser son potentiel, bah ouais, je pense. Ouais. Merci beaucoup, Kenza. Merci, Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. On aurait pu faire un spot où on vous aurait dit « Entreprendre, ça nous fait pas peur ». Ou encore « Se lancer dans l'immobilier sans rien y connaître, tout le monde peut le faire ». Mais chez IAD, on préfère simplement vous dire qu'on vous accompagnera dans toutes les étapes de votre nouvelle vie d'entrepreneur en immobilier. 15 000 personnes ont déjà sauté le pas en devenant conseiller immobilier indépendant chez IAD. Pourquoi pas vous ? Rendez-vous sur join-iad.com. IAD, ça fait du bien à l'immobilier.